Les sardines se comptent par milliards, enfin elles sont même innombrables, et elles attirent des requins, des dauphins, des manchots, des baleines, des otaries et des fous du Cap. C'est un oiseau blanc qui vole et puis qui tombe, qui plonge du haut des airs comme ça, qui traverse la surface et qui chope les sardines. Et donc c'est la première fois, grâce à nos images, qu'ils pouvaient voir le comportement de ces oiseaux qu'ils étudiaient toujours depuis le pont du bateau ou depuis la côte. Et ils les ont étudiés sous l'eau. Le comportement de ces oiseaux qu'ils étudiaient depuis des années, ils ont pu voir comment ils faisaient sous l'eau, comment ils capturaient les sardines. Et ils en ont écrit un article scientifique qui est sorti la semaine dernière, que j'ai reçu la semaine dernière. Donc la collaboration est permanente, elle est depuis le début de chaque projet jusqu'à la sortie du film, puisque ces scientifiques sont ravis de nous accompagner. Donc le terrain, ce qu'on disait sur Océan, c'est que les scientifiques, il n'y a pas mieux pour eux que d'étudier les animaux vivants sur le terrain. Le muséum, un animal vivant mais confiné, ça apporte des informations, mais jamais autant que l'animal dans l'expression libre de sa vie. Et donc pouvoir avec nous les approcher d'aussi près, ça a fait faire un bond dans le travail scientifique. Et c'est vrai que j'imagine qu'il y a des enfants et qu'il y a leurs accompagnateurs, ils leur disent viens, on va aller voir au zoo, on va découvrir des animaux. Je pense que dans la compréhension commune, c'est difficile maintenant, le zoo. Je trouve que comme ça, psychologiquement, on a ouvert les portes du zoo depuis une vingtaine d'années, et là, d'un seul coup, c'est un grand réconfort. Parce que de voir des individus, non pas en prison, hein, c'est un peu ça, les barreaux et autres, il n'y en a plus. Donc on a subtilisé les barreaux, on les met maintenant dans des réserves, on les met dans des vastes territoires. Il y a ici en France des territoires qui couvrent plusieurs hectares, et dedans on peut observer les animaux. Et je pense que l'observation d'animaux en cagé, c'est pas une bonne observation. Et pourquoi on fait ces films-là, comme celui-là, à côté des animaux qui courent dans la forêt et tout ça? Pourquoi? C'est pour avoir une meilleure perception. Et comme dit Stéphane, l'animal empaillé ou taxidermisé et qu'on vous enseignait, voilà ce que c'est que l'animal. Non, pas du tout. L'animal n'existe qu'en fonction de son milieu et en fonction de la façon dont il se manifeste, dont il court, etc. Sinon, ce n'est pas une observation, c'est une observation morte. Alors, observons nos cousins de planète dans leur exubérance de vie, et peut-être que, comme on dit à la fin du film, là, peut-être qu'une coexistence sera possible dans la mesure où on apprécie, où on respecte la forme de vie et de mouvement des animaux. Oui, simplement, rapidement, les zoos ont compris cette nouvelle approche et ils participent notamment à des programmes de réintroduction. Je vous donnerai simplement deux exemples. Le fameux bison que vous voyez dans le film. Le bison a complètement disparu sauvage. Dans la nature, il n'y en avait plus du tout. Par contre, il en restait une quinzaine dispersés dans différents zoos. Et c'est à partir de cette quinzaine d'individus que tous les bisons ont pu être réintroduits dans le monde sauvage. Et actuellement, on a en bison d'Europe à peu près 5000 individus qui descendent de cette petite quinzaine d'individus qui étaient présents dans les zoos. Sur les 5000 individus, il y en a 2000 qui sont dans des enclos, dans des vastes réserves. On en a visité une dans les Monts d'Azur qui fait 800 hectares. Et il y en a à peu près 3000 qui sont entièrement libres. Ceux en Allemagne, que j'évoquais tout à l'heure, et puis dans toute la chaîne des Carpates, et en Scandinavie aussi, dans certains secteurs. Donc, vous voyez, il y a ce rôle-là. Et très précisément, dans le cadre de notre film, on a un vétérinaire, Éric Bureau, qui travaille au zoo de Villars-les-Dombes. C'est un zoo où il y a essentiellement des oiseaux. Et on a un projet de réintroduction d'un ibis, c'est une sorte d'échassier, ibis chauve. Il est vraiment assez rigolo, quoi. Il est chauve, un ibis, c'est voilà, tout noir, avec ibis chauve. Ibis chauve, voilà. Il est chauve, quoi. Il est chauve. Ouais. Pas comme toi. Voilà. Tu vois, voilà. Il a des beaux cheveux. Et lui, voilà. Mais c'est un animal qui a disparu probablement au Moyen-Âge. Et au zoo de Villars-les-Dombes, eh bien, il y a des ibis chauves qui vont être reproduits et qui vont être relâchés donc, dans la nature. Donc voilà, le zoo de Douai-la-Fontaine, il y a plusieurs zoos comme ça qui se sont spécialisés. Les retours des vautours, les gypaètes barbus, etc. Beaucoup d'individus sont nés en zoo. Mais bien entendu, ce n'est pas l'idéal, c'est un pis-aller. On espère bien entendu que tout cela va fonctionner tout seul. Sans nous, ce sera bien sûr l'objectif à atteindre. Madame, bonsoir.
Donc depuis tout à l'heure, vous nous expliquez bien le film étant un vaisseau pour approcher un petit peu les politiques, les gens qui ont plus de pouvoir, permet aussi un chemin pour les scientifiques d'observer les animaux à l'état sauvage, ou en tout cas en action vivant. Ma question porte plus sur comment vous touchez le public de non-professionnels, parce que effectivement, donc dans le film, vous prenez le parti de pas être vraiment explicatif, vous nous montrez la nature telle qu'elle est. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place autour des projections vraiment publiques, au-delà là, parce que de blogueurs ou de journalistes? Est-ce qu'il y a des plateformes qui sont mises en place justement pour un peu plus avoir des actions concrètes avec le public, ou vous voulez vraiment rester dans cette démarche de laisser que le public contempler tout simplement la nature et de se faire un avis tout seul? J'ai un début de réponse, Gilbert, je pense que vous avez aussi la réponse. J'ai une petite partie. Oui. Je réfléchissais. La question, c'était. C'est tout l'univers qui accompagne le film. Voilà. Oui. Alors, quelle est la portée du film? Donc, de penser que ce film va être public, pour ne pas dire commercial. Non, on s'y fiche trop rien. Non, je ne suis pas du tout dans le commercial, c'était plus... Non, pas du tout, c'est que on comprend l'utilité du film pour appeler les politiques et pour les scientifiques, mais est-ce qu'il y a des plateformes mises en place autour pour que le public, par exemple, moi, ni scientifique ni politique, puisse, je ne sais pas, avoir accès... vous expliquez les techniques justement d'imprégnation des animaux, enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place, ou c'est juste on voit la nature telle qu'elle est et après de nous-mêmes on ira se documenter, ou est-ce que vous mettez en place une documentation plus accessible finalement? Alors, si vous me permettez, Jacques, si vous me permettez de répondre, j'ai une partie de la réponse, donc je vais la donner, je vous laisserai la compléter. Les équipes de Galatée qui entourent Jacques et toute la production du film, et nous-mêmes chez Pathé à la distribution, nous avons travaillé avec une société par exemple formidable qui s'appelle Smallbang, qui a développé une plateforme web qui s'appelle lessaisonslefilm.com, qui est un site extrêmement complet qui détaille toutes les différentes étapes de transformation de l'espace naturel européen au travers des 20 000 ans étudiés dans le film, et qui a fait un énorme travail de curation sur Internet. Donc on a été rechercher pour le grand public toutes les sources d'informations justement très précises et très scientifiques sur toutes les modifications qui sont abordées, décrites, mais non pas expliquées de manière didactique dans le film. Et les équipes de Galatée ont aussi développé un produit gratuit formidable qui s'appelle Morphosis les saisons, qui est une application interactive disponible sur les deux grandes plateformes de tablettes et de smartphones, qui est vraiment un outil extrêmement pédagogique, destiné à une écoute conjointe entre des parents par exemple et les enfants, et qui permettent de manière interactive de mettre en scène ces interactions entre l'homme et la nature, ces changements qui se sont opérés au fil du temps, et aussi comment ça a influé sur les espèces je dirais sauvages, et comment elles ont pu se réapproprier certains terrains. Donc je vous invite à découvrir ces plateformes-là. Je peux... Et c'est pas fini. Donc tu parlais, Thomas, du site internet et de l'application qui est gratuite. Il y a aussi un énorme travail pédagogique à destination des enseignants et des scolaires, primaires et secondaires, avec des dossiers pédagogiques sur toutes les thématiques abordées, donc que ce soit en histoire, en géographie, en SVT. Qui sont disponibles gratuitement sur le site. Voilà, qui sont accessibles par le site et qui ont été directement envoyés à tous les enseignants aussi. Exactement. Donc, voilà. Et puis il y a aussi aux éditions Actes Sud un ensemble de 4 livres, avec un beau livre avec des très belles photos et toutes les explications à la fois sur le film, sur le making-of, voilà, plus 3 livres pour enfants, documentaires, plus des contes pour rêver sur l'univers de la forêt et un cahier d'activités. Mais c'est vrai qu'au cours de tous les films qu'on a fait, c'est quelque chose dont on a pris conscience très progressivement. Sur le peuple migrateur, il y avait eu 2 livres, un livre pour toute la famille et un livre pour enfants, et on ne s'était pas rendu compte que ce genre de film suscite énormément de questionnements, et que à ces questions, il faut qu'on essaie d'apporter des réponses. Alors le film n'est pas là pour apporter des réponses, mais il faut créer quelque chose autour du film qui l'accompagne, dans lequel on puisse trouver ces réponses. Et du coup, par exemple sur Océan, on est allé un peu plus loin, parce qu'il y a eu 6 livres et un très beau site internet. Et là, quand on a commencé les saisons, on a dès le départ pensé au site internet, on a eu l'idée de l'application,
des livres. Donc voilà, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. C'est pas au départ notre métier, mais voilà, on a à cœur. C'est vrai quand on rencontre le public, on voit bien que, et puis c'est fait pour ça, les gens se posent énormément de questions. Et voilà, on a aussi à cœur de leur répondre. Oui, oui. Dans des livres différents. Je me souviens plus qui a écrit tous ces livres. C'est lui qui a écrit tout ça. Bonsoir. Je voudrais vous poser une question sur la place de la fiction dans le film. Parce que c'est quelque chose qui est assez inédit dans votre travail. Et je voudrais savoir ce que ça apporte au film dans la mesure où est-ce que ça comble un vide historique. Est-ce que c'est une manière de replacer l'homme au cœur de toute cette histoire des animaux ou autre chose, je ne sais pas, mais quel est vraiment l'enjeu de cette fiction dans le film ici? La principale raison, c'est que pour filmer des animaux libres, déchaînés, en des courses effrénées, enfin, on ne peut pas avec les animaux sauvages s'ils ne sont pas imprégnés. On ne peut pas être à 40 km/h en évitant un arbre, des racines, des monticules. On ne peut pas. Donc il faut préparer un tant soit peu le terrain sans apprendre aux animaux, parce qu'en aucune façon ce sont des animaux dressés, mais en leur montrant le parcours qu'ils pourraient emprunter. Et d'une certaine façon, en balisant légèrement ce parcours. Et là, on arrive à l'expression de l'animal libre, sans dire sauvage, parce qu'ils ne sont pas tout à fait, mais libres. Hein, on n'a rien appris. Aux comportements, ce ne sont pas des toutous qui nous sautent dessus quand on arrive. Non, ils vivent leur tranquillité et leur vie à côté de nous, près de nous. Et donc c'est un échange déjà. On assiste avec nos expériences déjà à un premier rapprochement entre des êtres humains qui les respectent et des animaux qui n'ont pas peur de la présence humaine. Mais pour faire un raccourci, pour expliquer, pour donner une notion d'histoire, on est obligé, et avec satisfaction, avec bonheur, d'être à côté de ces animaux qui, au contraire, ne fuient pas quand on arrive, mais sont tout à fait heureux d'être près de notre présence. Oui, ce qui était inédit aussi, c'était que dans ce film, on voulait raconter ces 20 000 ans d'histoire. Alors au début, les modifications, on passe de l'âge de glace à l'âge d'or de la forêt, c'est des modifications entièrement naturelles, hein, pour des questions astronomiques. La Terre change un peu de position, on reçoit plus d'énergie du Soleil, donc voilà, le climat change. Mais après, toutes les modifications de l'environnement, elles sont essentiellement suscitées par l'homme. Et si on veut raconter les dernières 10 000 ans, même si on est toujours avec les animaux sauvages, il faut qu'on vive avec eux la forêt qui disparaît, qui s'ouvre, les champs qui arrivent, les rivières qui sont barrées. Et ça tombe pas du ciel. C'est bien l'homme qui est facteur qui est facteur de tout ça. Donc il faut qu'on le voit. Donc il y a des scènes forcément entre guillemets fictionnées où on voit l'homme, ou ne serait-ce qu'une silhouette ou une ombre ou une trace humaine qui montre que un jour un hérisson qui se balade dans la forêt, il se retrouve devant une voie romaine, c'est le premier accident de la route, où le loup qui a couru pendant des milliers d'années libre dans la forêt, un jour on lui tire dessus. Donc forcément l'homme a sa place dans le film. On a toujours voulu donner le premier rôle aux animaux, et contrairement aux films de fiction classique, c'est l'animal qui a le premier rôle et l'homme qui a qui est acteur de complément, qui est figurant. Donc on a cherché à inverser le point de vue et de raconter cette histoire qu'on apprend tous à l'école, 5-52, la conquête des Gaules par Jules César, 1515 Marignan, voilà. Raconter tout ça, mais du point de vue des animaux. Comment ils ont été témoins de tout ça, comment ils ont vécu tout ça. Merci beaucoup. Ça fait déjà une belle heure que nous devisons. Je vous propose peut-être de prendre une ou deux dernières questions et de laisser tout le monde repartir à la maison. Est-ce que quelqu'un a encore une question, ou est-ce qu'on en reste là, mesdames et messieurs? Gilbert, tu veux conclure? J'ai une dernière question, mesdames. Je vais faire bref pour la dernière question. Vous dites nos animaux, vous parlez du hérisson, vous disiez notre hérisson, vous disiez notre sanglier. Je voulais savoir qu'est-ce qu'ils sont maintenant. Enfin, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jouer dans les saisons 2.
Non, ils sont pas chez Pathé parce que ça marcherait pas, ça. On n'a pas trop la place, on manque un peu de verdure. Ouais. Non, ils sont remplacés. Alors les Konig Polski, les chevaux sauvages sont dans un grand parc dans les Pyrénées. Et les chevaux, les loups sont autour de Toulouse. Et les oiseaux sont repartis, parce qu'il y en a qui venaient de là-bas au grand parc de Villars-les-Dombes. Voilà. Mais ils sont vraiment dans les espaces que décrivaient Jacques et Gilbert tout à l'heure. Ils ne sont pas repartis dans les zoos, ils ne sont pas dans les cirques. Voilà. Ils sont partis, mais la plupart des animaux que vous avez vus, quand même, dans ce film-là, sont des animaux sauvages. Donc, en fait, ça a été l'approche. On n'a pas imprégné 300 animaux, quoi. Donc, on a fait très attention au départ d'où viennent les animaux, de la manière dont on a filmé avec eux, et de là où ils sont placés derrière. Donc, Galatée, depuis tout le temps, fait très attention à ça. Merci, messieurs. Voilà. Merci à vous. Bonsoir. Merci à vous. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'autres informations sur le film. Les plateformes, comme vous demandez tout à l'heure, madame, sont disponibles et gratuites sur Internet pour recueillir tous les documents dont vous avez besoin. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.